On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la campagne des biscuits sourires et de la parade de rêve qui devient une balade de rêve ce samedi pour la Fondation Le Renfort. Mais d'abord, centre-ville, Vieux-Saint-Jean, 3 bars fermes. C'est une page d'histoire qui se tourne. Cette nouvelle a eu l'effet un peu d'une bombe. Oui, il y a le contexte de la COVID en ce moment. Oui, l'économie va un peu moins bien. C'est difficile, entre autres, pour l'industrie des bars et de la restauration et de l'hôtellerie. Mais en même temps, c'est aussi l'imaginaire et des souvenirs qui s'envolent avec l'annonce de la fermeture de 3 bars dans le centre-ville. Le Tequila, le Cognac et le Route 66 a été annoncé via les médias sociaux. Question d'en savoir un peu davantage sur cette décision, puis se rappeler des bons souvenirs. Représentant de la famille, Stephen Keller est avec nous. Salut, bienvenue. Bonjour, bonjour. Bon, la première question que je me suis posée, est-ce l'économie, est-ce la COVID, est-ce les travaux à venir dans le centre-ville qui vont être quand même assez complexes pour les restaurateurs, les tenanciers de bars? Bref, quelles sont les raisons? Les raisons, écoute, il y en a plusieurs raisons, c'est-à-dire le baisse d'achalandage des bars en général, les augmentations des frais sur, mettons, les permis avec la Régie des alcools du Québec. On a des permis de musique, Socan, Ressonne. Il y a beaucoup de frais. La caisse de bière, pour nous, ça coûte au-dessus de 50$, puis tout ça. Tous les frais augmentent, fait que ça donne une rentabilité un peu moindre. Puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a aussi le fait que quand on s'est fait frapper par la COVID, je trouvais que on ne savait pas combien de temps que ça allait durer. Moi, j'ai comme l'impression que ça va durer encore plusieurs mois pour peut-être la deuxième vague. On est un peu dans l'inconnu. Il y avait un peu de nettoyage dans les actionnaires aussi à faire. Fait que j'avais du paperasse à faire vu le décès de ma mère et tout ça. Ouais. Fait que tout ça ensemble m'a donné... qui m'a donné un peu est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête? Là, on a continué un peu. C'est-à-dire, on ouvrait avec le COVID. Les premières semaines, ça allait super bien. Mais la première semaine, ça allait super bien. Donner un peu d'espoir. Puis après ça, ils ont fermé jusqu'à minuit. Là, pas mal tout le monde sait que c'est pas une clientèle avant minuit. C'est plus une clientèle un peu plus tard dans la soirée. Fait qu'on a continué une couple de semaines. Le Route 66 est encore ouvert les fins de semaine. Puis j'ai comme décidé un peu avec Robert et mon frère, qu'est-ce qu'on fait? On a regardé l'option de peut-être revendre. J'ai mis ça dans l'oreille de quelques personnes, mais on n'allait pas public avec ça. Ouais. Puis rapidement, il y a eu de l'intérêt. Puis ça s'est déboulé. Puis à un moment donné, offre d'achat, accepté. Puis on a dit, bon, ça va venir plus vite que je pensais. Fait que... Donc, autrement dit, la COVID aura probablement juste comme accéléré une décision qui serait venue probablement un jour ou l'autre. D'après moi, oui, parce que ça fait quand même 33 ans. Oui. Ça fait 3 générations. Mes parents, ils ont ouvert leur première entreprise en 83, puis le premier bar qui était le Cognac en 87. Le Route 66, il a suivi peu de temps après, en 88. Fait que ça fait 33 ans qu'on est dans le milieu du bar. On était rendu aux 3e génération. Écoute, c'est sûr que ça venait à m'amener. C'est-à-dire à moins qu'il y avait de l'intérêt dans la 3e génération, Mais c'est souvent ce qui arrive dans les entreprises de nature familiale. Encore faut-il que les générations qui suivent aient de l'intérêt à opérer ces établissements-là. De ce que je comprends, c'est que le contexte de l'augmentation des frais fixes annexé au phénomène de la COVID et au fait probablement qu'il y a peut-être moins d'intérêt pour la succession de s'occuper de ces bars-là, bien, ultimement, vous prenez cette décision-là qui devient aussi une décision d'affaires, forcément, là, pour la protection de vos propres intérêts. Oui. Pour vrai, c'est une décision d'affaires.
qui est difficile à prendre. Parce que quand même, c'est 33 ans, c'est un genre d'institution. Ouais. Comme, mettons, la semaine prochaine, vendredi le 18, ça va être une deuil à passer. C'est venu tellement vite que ça m'a surpris. Mais on a sauté sur l'opportunité, là. Bon, de ce que je comprends, parce que, dans le fond, les 3 bars en question sont quand même titulaires d'un permis d'alcool qui peut être revendu à quelqu'un d'autre. Exactement. Donc, ça a quand même une certaine valeur pour vous. Est-ce à dire que le prochain acquéreur de ces bâtiments-là ou de ces 3 bars-là pourrait prendre la décision ou non de les opérer en bar ou de les opérer autrement? En effet, ça va être à lui de prendre la décision. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que le permis de bar, il appartient à l'adresse. À l'adresse. Physique. Effectivement. Fait qu'effectivement, il va y avoir un transfert du nom du permis dans les prochains mois. Puis ça va être à lui de décider un peu où est-ce qu'il s'en va avec tout ça. Okay. À quel moment le nom de l'acquéreur sera connu du public ou ses projets futurs par rapport à ces bâtiments-là? Je pense pas c'est comme top secret, là. OK. Mais je sais pas s'il veut que j'en parle, mais c'est quelqu'un qui il est très proche de nous. Okay. C'est un de nos voisins, là. On peut déduire. Puis c'est pas qu'elle a. Bon, mais dites-moi, parce que là, aujourd'hui, on annonce la fermeture de 3 bars. Évidemment, c'est un coup parce que c'est un pan de l'histoire qui disparaît. Il y a beaucoup de souvenirs. T'sais, moi, j'ai presque 50 ans, donc c'est sûr que j'ai vu le Route 66, on était là, même le cognac ou le tequila. Fait que, on a des souvenirs de rattacher à ça. Oui, on annonce la fermeture de 3 bars aujourd'hui, mais pour le public, est-ce qu'on peut penser qu'il y aura quand même 1, 2 ou 3 bars, probablement, qui vont remplacer? Ça ne sera peut-être pas pareil, la même décoration, le même nom, il y aura peut-être un changement de concept. Mais il serait quand même étonnant que 3 permis de boisson cessent d'opérer. J'ai aucune idée. On ne sait pas. OK. On ne sait pas parce que rembarquer dans ça prend quelqu'un qui a le goût de s'investir là-dedans. Exactement. Là. C'est un métier, c'est un travail, ça prend beaucoup d'expérience. Tu peux pas dire comme de quoi que j'ai le goût, puis en ouvrir un, puis penser que ça va avoir du succès. Comment avez-vous mesuré les commentaires? Parce que quand vous avez lancé la bombe sur les médias sociaux il y a quelques jours, écoute, je ne suis pas allé voir le décompte, là, mais évidemment, ça a pris tout le monde un peu par surprise. Ça a rebrassé des souvenirs pour certains. Avez-vous fait un peu l'inventaire de tous les commentaires que vous avez reçus? Moi, j'étais en vacances. Fait que j'avais un peu de temps de lire tous les commentaires. Ouais. C'était le fun. C'était très plaisant. Ça me donnait un peu de nostalgie. En effet, le nombre de personnes, le nombre de couples que ça s'est formé, des mariages, des amitiés, des célébrations, même du monde qui avait des moments difficiles à passer, puis ils venaient prendre une bière, puis jaser avec Gérard ou Bob ou des bartenders, puis on aidait vraiment la communauté, veut pas, là, un peu par la bande, à pouvoir s'exprimer puis avoir un peu une place pour oublier de leurs problèmes. Là. Comment ton père et ta mère ont débarqué ici à Saint-Jean-sur-Richelieu au début des années 80? C'est quoi l'histoire de la famille Keller? C'est une très longue histoire, ouais. Mais histoire courte, c'est ma mère puis mon père. Il avait une vie assez tranquille. Il faisait pas nécessairement beaucoup de sous. Puis ma mère, il y a eu un héritage d'une de ses oncles de 5 000 $. Puis elle n'a jamais eu 5 000 $ dans son compte de banque. Fait qu'elle a dit, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont décidé d'ouvrir un restaurant. Tout le monde disait, qu'est-ce que tu fais là? Elle achetait l'équipement chez Annette à Montréal, puis ils ne voulaient même pas les vendre parce qu'ils disent, avez-vous de l'expérience? Non. Fait qu'ils ont parti. Et pourquoi ils ont atterri à Saint-Jean? Ils restaient à Richelieu. OK. Il avait fait c'était des musiciens. Mon père était prof avant, puis à un moment donné, il est parti faire sa tournée en musique, le Tour du Canada. Ils étaient rendus à Richelieu.
puis mon père il est retourné en enseignement. Il a décidé de retourner en enseignement, puis il a eu une job qui a été offerte à Saint-Jean-sur-Richelieu, à St. John's High School. Fait que lui, il était à Richelieu, puis il a dit « C'est où Saint-Jean? » Ça a parti comme ça. Il ne savait pas. Fait qu'il a accepté le job, puis il a commencé à enseigner à St. John's High School. Mais en même temps, moi, ce que je me rappelle beaucoup de cette époque-là, quand on voyait évidemment ton père, Bill, se promener avec son grand chapeau, c'était comme l'anglo-sympathique de Saint-Jean, parce que dans une ville comme Saint-Jean, évidemment, des anglophones, il n'y en a pas beaucoup. Puis de voir Bill Keller se promener, commercer dans le centre-ville, défendre le centre-ville, ça a été quand même, dans l'histoire de la ville, dans l'histoire du centre-ville, un facteur quand même assez important. Donc, il a réussi quand même à s'intégrer rapidement, puis à ce que les gens viennent à lui aussi, à ce que les gens l'aiment bien. Oui, mais la force de mes parents, puis surtout mon père et ma mère, ils sont des travaillants. Ouais. Ils sont des travaillants. Ils essaient de faire les choses les mieux qu'ils peuvent, puis ils se concentrent sur leur commerce et pas les autres commerces. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment fixés pour offrir le meilleur à leurs clients. Puis ils étaient aussi vraiment avant-gardistes avec plusieurs de leurs entreprises. Mettons, avec le Gulliver's, ils ont introduit des bagels, des pita burgers, des mets que personne ne connaissait. Les shooters, ils n'étaient pas très bien connus non plus à Saint-Jean. Des cocktails, beaucoup de formation, beaucoup de travail. Puis ils ont embarqué dans le business aussi avec la vision de long terme. C'était pas pour faire un coup d'argent, c'était pour vraiment travailler à long terme pour établir quelque chose. Okay. Là, évidemment, ta mère est décédée il y a quelques mois déjà, c'est ça, ça va vite. Comment va ton père? Comment va Bill? Il va bien. Il va bien. Il est très zen. Il est encore en forme. C'est sûr qu'il vieillit. Il est rendu à 75 ans. Puis mais il marche tous les jours. Il joue avec mon chien. Puis, Comment il voit cette décision-là, lui, de fermer les bars? Lui, il est très business aussi. C'est-à-dire, c'est sûr, c'est un peu émotionnel, mais lui, c'est une bonne affaire. C'est la business. Il a vu qu'on avait une opportunité. Il était tout d'accord avec le prix, l'achat, tout ça. Fait que, non. Là, dans le fond, donc, vendredi qui vient, le 18, dernière soirée, principalement au Route 66? Oui. Donc, si les gens veulent se remémorer des derniers souvenirs, c'est là que ça va se passer. Exactement. Stephen Keller, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Puis merci donc à la famille Keller pour toutes ces belles années dans le Vieux-Saint-Jean. Merci aux villes, au centre-ville, à tous les clients. La vague d'amour qu'on a eue sur les réseaux sociaux, ça n'a pas rendu la décision facile. Là. La décision était déjà prise. Fait que non, merci à tout le monde d'avoir participé dans cette aventure. Merci beaucoup. Reste avec nous. Au retour, on vous parle de la Fondation Le Renfort. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sylvain. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, nous sommes de retour. Enfin, Alex. Oui, monsieur. Et pour la première de Sport Express? Marc Rémillard pour jaser des Huskies et Joël Perrault, on parle du Midget 3. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible.
Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $, en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Avec ce contexte de la pandémie de la COVID-19, c'est plutôt difficile pour les organismes à but non lucratif, principalement les fondations qui généralement levaient des fonds à partir des événements sociaux. Or, la mission reste entière et ces organisations-là ont toujours besoin de financement pour assumer et assurer la continuité de leurs activités et de leur mission. Parlons aujourd'hui de la Fondation Le Renfort avec sa directrice générale, Andréane Jalbert. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir. Bien, d'ailleurs, on a vu là, dans les derniers jours, c'était la campagne du biscuit sourire de Tim Hortons. Expliquez-nous un peu, c'est quoi le contexte de cette campagne du biscuit, si on veut? Oui, bien en fait, c'est une campagne qui est vraiment nationale là, au niveau de Tim Hortons, qui aide plus de 500 organismes caritatifs, hôpitaux, etc. au travers le Canada. Et nous, on a été super chanceux d'avoir l'appui de 3 propriétaires à Saint-Jean-sur-Richelieu qui ont au total 12 Tim Hortons qui nous ont choisis. Donc, qu'est-ce que c'est la campagne? C'est pour chaque personne qui se présente au Tim Hortons du 14 au 20 septembre, donc jusqu'à dimanche, qui achète un biscuit sourire à 1 $. Le dollar revient en totalité à la Fondation. Donc, c'est vraiment une belle... c'était une très bonne nouvelle, surtout dans le contexte de la pandémie. Puis c'était aussi une bonne façon pour nous de créer une activité sociale avec nos usagers. Donc là, on a plein de bénévoles dans tous les restaurants à Saint-Jean qui sont en train de faire des biscuits. C'est super le fun pour eux, ça leur donne de la visibilité aussi. Puis de notre côté, bien, on lève des fonds. Bon. Autre événement aussi qui va se tenir samedi, parce qu'on était habitué depuis plusieurs années d'avoir la balade de rêve, qui est un super événement sur une journée. On arrêtait à quelques endroits. On partait du Bougainvilliers le matin, on arrêtait au Carrefour La Plante, au Collège militaire, bref. Et là, dans le fond, on embarquait aussi vos usagers dans des bagnoles aussi particulières. Bref, c'était vraiment un super bel événement. Évidemment, cette année, avec le contexte de la pandémie, c'est pas possible d'embarquer du monde dans les voitures. Donc, la balade est devenue une parade. Une parade, effectivement. Puis, en fait, vous l'avez très bien dit, là, c'est la parade de rêve. La seule chose qu'on ne pouvait pas faire, c'était faire l'embarquement. C'était trop à risque. On ne peut pas respecter la distanciation sociale de 2 mètres dans les véhicules. Mais la parade, le format est assez similaire, en fait. On a quand même plus d'une centaine de véhicules exotiques qui sont inscrits, qui vont se réunir. Et là, tout ce qui est différent, c'est qu'on prend notre gros groupe de personnes qu'on a normalement, puis on le casse en plus petits groupes dans différents sites à travers la ville, de sorte que le gros cortège d'une centaine de véhicules va se diviser en 5, puis là, va partir vers différents petits sites. Comme ça, on a des sites qui sont assez... Il y a 50 personnes maximum par place. Les gens sont appelés à aller voir les véhicules, à prendre des photos, à discuter. Mais il n'y a juste pas d'embarquement entre les sites. Ah, quand même. Parce que ça reste un événement qui est super le fun. Ça met beaucoup de joie et de magie auprès des usagers, mais même les adultes en général aussi, qui aiment bien voir toutes sortes de véhicules. Bon, c'est sûr qu'il y avait le rassemblement où il y avait quand même plusieurs personnes au collège, le fameux dîner du midi. Oui. Ça, évidemment, on ne peut pas faire ça. Mais ça reste quand même une activité à l'extérieur, donc c'est quand même moins restrictif un peu. Tout à fait. Puis, effectivement, c'est un très bon point, c'est que cette activité-là, c'est une levée de fonds pour la Fondation, bien, la plus majeure, en fait, mais c'est surtout une activité sociale pour les usagers. Puis les usagers qu'on dessert, qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, n'ont pas beaucoup sorti avec la COVID. Il n'y a personne d'entre nous, en fait, qui a beaucoup sorti. Donc, il fallait à tout prix la faire. De quelle façon, on ne le savait pas, mais il fallait la faire. Donc, c'est pour ça. Bon, parlons de la Fondation, parlons de sa mission, parlons des usagers, on en fait référence. Puis, moi, je vais juste dire ce qui m'a traversé l'esprit au printemps, quand on voyait que les gens étaient confinés, que les gens faisaient du télétravail à la maison avec de jeunes enfants qui étaient privés de garderie et d'école. Moi, j'ai eu une pensée pour les parents qui ont des enfants en déficience intellectuelle ou spectre de l'autisme, qui, dans certains cas, vont à Marie-Rivier ou aux ateliers industriels. Et là, je me suis dit, ces parents-là, qui normalement ont quand même un peu de répit quand leurs enfants ont d'autres types d'activités, ça n'a pas dû être un printemps très, très facile pour ces gens-là. Définitivement pas. Puis les familles, surtout qu'on aide à la Fondation, non seulement ils ont un enfant ou sont un adulte avec une différence, mais particulièrement, c'est des familles aussi à faible revenu. Donc, ces familles-là, on fait face à des personnes qui ont des familles qui ont un stress financier, un stress émotionnel, effectivement, qui vient avec la charge d'avoir un enfant différent, mais surtout qui vivent au quotidien une situation d'isolement social, particulièrement les adultes. Donc là, on leur dit effectivement, bien là, vous allez être encore plus isolés.
Donc là, effectivement, ça, c'était définitivement difficile. Puis je trouve ça bien que vous le mentionnez parce que ces familles-là, il faut y penser. Parce qu'effectivement, on en a des jeunes enfants à la maison, on était vraiment contents qu'ils retournent à l'école parce que c'était un peu intense. Mais vraiment, que ces familles-là, ça n'a pas été facile. Puis la raison, c'est que nos usagers, puis c'est sûr, je ne veux pas généraliser, il y a des cas différents, là, plus légers, mais là, je parle vraiment des usagers qu'on connaît à la Fondation. Particulièrement au niveau du trouble du spectre de l'autisme, c'est des personnes qui fonctionnent avec des repères. Donc, par exemple, OK, j'ai mon école de telle heure à telle heure. Puis le mardi, de telle heure à telle heure, je vois ma musicothérapeute. Puis là, j'ai ma rencontre avec mon intervenante. Le jeudi, je vois son visage. C'est tous des repères comme ça qui font qu'ils sont capables de s'organiser personnellement. Et en l'absence de ces repères-là, les usagers se désorganisent. Les usagers sont anxieux, ils font de l'angoisse, puis c'est ça qu'ils ont vécu. Ouais. Puis derrière, justement, ces usagers-là, bien, effectivement, il y a des parents. Des parents qui ont peut-être vécu des situations financières difficiles au niveau de leur emploi avec la COVID, puis qui avaient justement cette toute nouvelle charge-là à laquelle ils n'étaient peut-être pas prêts. Donc, oui, effectivement, souvent les gens me disent « Bien, comment ça va, vous, à la Fondation? » Bien, je leur dis « Bien, allez poser cette question-là aux familles qu'on aide, puis prenez le temps d'écouter leurs réponses. » Bon. Comment la Fondation peut-elle aider ces parents-là, bon, en temps normal ou même avec la pandémie ou avec les moyens où il y a moins d'activités bénéfices forcément? Donc, comment la Fondation réussit-elle, disons, à tirer son épingle du jeu et à poursuivre sa mission auprès des usagers? Bien, c'est sûr que notre mission de base, là, c'est vraiment de favoriser la participation sociale de ces personnes-là. Donc ça, on peut le faire via des activités sociales qu'on organise, comme par exemple la balade de rêve. Mais notre gros créneau, c'est effectivement offrir de l'aide financière aux familles pour différents besoins. J'appelle ça un peu des dépenses qui sont supplémentaires du au fait d'avoir un enfant ou un adulte qui est différent. Comme par exemple des camps de jour spécialisés l'été. Ça, c'est une super belle façon pour que l'usager puisse s'épanouir, puisse rencontrer ses pairs, puisse socialiser. Puis ça donne aussi un répit aux familles. On fournit aussi du matériel adapté, on fournit du transport, des activités et même de l'aide financière de base. Cet été, on a offert de l'aide alimentaire presque pour la première fois parce qu'on avait des familles en situation difficile. Donc, c'est vraiment toutes ces dépenses-là qui vont faire que l'usager puisse participer activement dans la société puis s'épanouir personnellement aussi, là. Bon, on parle de répit, entre autres, avec il y a la maison aussi. Oui. Est-ce que ça a pu continuer ou si malheureusement, avec le contexte de la pandémie, on n'a pas pu poursuivre? Les services, effectivement, ont été arrêtés pendant quelques temps dû à la COVID, mais là, pour le moment, les services ont repris dans un autre format, là, donc selon les besoins cliniques du CI3S, donc du Centre intégré de santé et services sociaux. Mais oui, les services actuellement continuent, mais c'est beaucoup, beaucoup plus restreint qu'avant, là. Bon. Quand on parle d'usagers, on parle de combien d'usagers qui potentiellement peuvent avoir besoin des services de la Fondation? Beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas et qui ne nous connaissent pas non plus encore à ce jour, mais je vous dirais qu'à chaque année, on aide plus de 250 familles. Les besoins à Montérégie, particulièrement au niveau du trouble du spectre de l'autisme, sont vraiment, vraiment grandissants. Dans les écoles aussi, ils pourraient vous en parler, là. Vraiment, on le voit, c'est grandissant à chaque année. Donc, nous, de notre côté, on a 250 familles, mais on le sait qu'il y en a beaucoup plus que ça. Bon, comment la Fondation réussit-elle maintenant à se financer en l'absence d'activité? Bon, prenons l'exemple, il y avait l'activité du vin fromage, puis d'autres types d'activités dans l'année. Là, évidemment, il n'y a pas d'activité sociale, donc c'est difficile de lever des fonds de cette façon-là. Donc, comment la Fondation réussit-elle, disons, à continuer de se financer pour continuer sa mission? Bien, l'idée, c'est un peu d'essayer de se réinventer. Puis, en fait, il n'y a pas juste nous qui doivent le faire, c'est tous les organismes, même les entreprises aussi, mais vraiment, si je parle de notre industrie, il faut qu'on se réinvente parce qu'on est beaucoup trop dépendant de nos événements bénéfices. Non seulement ça, de nos partenaires commerciaux aussi qui ont vécu une situation difficile, mais effectivement, les événements, il faut voir qu'est-ce qu'on fait avec. Est-ce qu'on peut les convertir? Est-ce qu'on peut les transformer? Est-ce qu'on peut en créer des nouveaux? Par exemple, la balade de rêve, pour nous, en toute transparence, on pensait vraiment, on savait même pas si on allait pouvoir la faire, comment, puis si on allait lever des fonds. Puis finalement, on l'a transformé tout autrement en mettant le double du travail, mais finalement, l'activité va se passer, puis on lève des fonds autant que l'année passée en ce moment. OK, ça, c'est une bonne nouvelle. Le vin et fromage, effectivement, bon, là, il est reporté à une date indéterminée, mais on a été créatifs cet été. On a pris les prix qu'on avait pour notre encan. On a fait un encan en ligne. On a levé peut-être 16 000 $ avec ça, 100% virtuel. Donc vraiment, il faut juste trouver des façons d'être créatif puis de le faire autrement. Est-ce que ça rapporte autant qu'un événement sur place? Faut pas se mentir, c'est sûr que non. Mais il y a des façons de le faire, il faut juste continuer de penser. Ouais, c'est un bout difficile à passer, il faut se réinventer. En même temps, la Fondation existe depuis nombre d'années, là, quand même des assises importantes, mais il y a toujours une certaine fragilité quand on est dans le monde où on dépend
des levées de fonds et des activités sociales. Effectivement. Effectivement. Puis là, il faut vraiment voir. C'est sûr que cette année, je ne veux pas dire on marche sur des œufs, mais c'est parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec la COVID. Donc là, on essaye quelque chose, OK, ça fonctionne, mais là, on ne peut pas nécessairement planifier pour 2021-2022, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est sûr et certain que nous, puis tous les autres organismes, on a des réflexions à faire sur notre avenir, comment on va continuer à générer des revenus. Donc, si vous voulez aider la Fondation Laurent Fort, donc vous avez jusqu'à dimanche encore pour acheter des biscuits sourires dans les différents Tim Hortons du territoire. Ou sinon, il y a la parade de rêve. Est-ce donc ça part toujours du Bougainvilliers samedi? Non. Non, ça change de place. OK. Ça Mais part en d'où? fait, c'est que la balade de rêve, c'est tellement populaire qu'on le sait qu'on a des gens de l'externe qui viennent. Puis malheureusement, là, ça a l'air plate à dire, mais on peut pas dire d'où on part parce qu'il faut éviter d'avoir des trop gros rassemblements. Sur le site, on a à peu près 600 personnes en tout temps normalement. On peut pas se permettre ça. OK. Donc là, pour l'instant, les personnes qui sont inscrites, les chauffeurs, les participants savent c'est où. Eux le savent. Mais Et pour le public, dans le fond, le public va voir passer des véhicules dans la ville? on va faire notre possible le jour de l'événement pour essayer de mettre sur notre Facebook un peu où les véhicules sont. Mais c'est sûr qu'il y a quand même 5 groupes de véhicules à différentes places. Ça va pas être facile. Mais cette année, vraiment, pour vraiment la sécurité de nos passagers et de nos chauffeurs, on peut pas se permettre qu'il y ait des gens qui viennent. Je comprends. Mais c'est ça, on est tellement ancré dans nos habitudes Oui. qu'on en déduit que c'est ça, mais je comprends tout à fait la note qu'on ne peut pas divulguer l'endroit en tant que tel. Mais bref, au moins, on sait que l'événement se tient, qu'il va rapporter autant de sous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Puis ultimement, bien, les gens verront peut-être des véhicules exotiques circuler dans la ville samedi prochain. En effet. Un gros merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. D'ici le mois de décembre, il y aura des travaux très importants au hall d'entrée de l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, vous devez passer par l'arrière. C'est qu'en fait, en avant, on va tout refaire, l'accès principalement pour les personnes handicapées, où c'était drôlement difficile. À demain.